Le conférencier sera M. Mimo Dialé Dimé, qui est activiste, panafricaniste, écrivain, auteur du livre que vous voyez là, L'Afrique, l'enfer de la vérité. Donc, Mimo, à toi le micro. Merci. L'Afrique humiliée et l'enfer de la vérité. Merci. Mimo, à toi le micro. Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent à cette conférence. Donc, chacun son tour chez le coiffeur. Et là, c'est moi, Michael. Voilà, donc, je suis vraiment très ravi de vous voir, vous tous ici présents pour cette conférence. Et je vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Le deuxième thème s'articule sur la Chine, les nouveaux maîtres pilleurs de l'Afrique. On a tendance à croire seulement que l'Afrique est conquise par le monde occidental, mais en réalité, un autre front doit être ouvert. Et moi, je pense que même au jour d'aujourd'hui, nous devrons nous appesantir beaucoup plus sur la Chine que sur la France-Afrique. Parce que la France-Afrique, à mon avis, en tout cas moi, j'ai presque fini mon combat. Le restant, ce sont la nouvelle génération qui va venir le terminer. Parce qu'à mon avis, la France-Afrique va finir bientôt. Donc, aujourd'hui, l'heure est venue de s'attaquer à la Chine, qui aujourd'hui n'est pas une puissance, n'a jamais été d'ailleurs une puissance coloniale, mais elle est pire parce qu'elle est une puissance impérialiste. Et là, quand vous ouvrez le dictionnaire Robert, vous tapez le mot impérialisme, vous comprendrez qu'est-ce que ça signifie. Donc c'est la domination de l'homme par l'homme et sur tous les plans. Donc avant d'entrer dans la source de ce débat-là, j'aurais quand même voulu qu'on fasse passer quelques extraits en ce qui concerne l'engagement de la Chine au niveau de l'Afrique. Donc ça va nous permettre justement de camper le décor et par la suite de bien aller dans le fond des choses. Comme j'ai l'habitude de le dire, on va parler aujourd'hui. Go, c'est parti. Bienvenue dans le débat de France 24. Elle est dans l'œil du cyclone. Ici, en Europe, la Chine fait l'objet d'une méfiance croissante de la part des Occidentaux, des tensions qui s'exacerbent autour du sort des Ouïghours. D'économie que la confrontation est en passe de virer à l'affrontement politique. Parmi les régions du globe où la rivalité est déjà perceptible, il y a bien sûr l'Afrique, continent autrefois colonisé par les vieilles puissances européennes, et désormais au cœur des attentions chinoises. Une équipe de France 24 s'est rendue en Zambie. Ce pays d'Afrique centrale est l'une des principales destinations des investissements chinois sur le continent. C'est aussi l'un des pays les plus endettés vis-à-vis de la Chine. Un pays qui est aussi en campagne électorale. La présidentielle est dans 4 mois et pour le président sortant, Edgar Lungu, candidat à sa réélection, la présence chinoise n'a rien d'anodin. On va en parler dans un instant avec vous, Roméo Langlois, grand reporter à France 24. Vous avez ramené de votre voyage un documentaire réalisé avec Nicolas Germain et Yi Song, diffusé dans Reporter Le Doc, visible aussi sur notre antenne et notre site internet. En voici un bref extrait. Donc la vidéo elle dure 46 minutes, donc on va prendre 5 minutes de cette vidéo. Ensuite il y aura une deuxième vidéo que je vous ferai passer. Comme ça après on va commencer, c'est juste pour vous imprégner. This time around, the life is very bad. The business are shut down because of coronavirus. Oh, the company, they are doing nothing. They are busy telling us lies. This is going to be very tough for the children. People, they want change. Because they are really suffering. Well, these people, they are busy cheating us.
this government has a zero tolerance to corruption. And the Patriotic Front is a pro-poor political party. Donc là, c'est les partis au pouvoir qui parlent. The peasants, the ordinary Zambians, the farmers, the workers, the students. So it's a party of patriots and not sycophants, not those that want to steal from the people, to embezzle from government. We are very confident that His Excellency President Edgar Chagwa will emerge victorious. Antonio Mwanza, Deputy Director, Patriotic Front. Yamo Bam, we call him Yamo Bam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sound check. China is not taking away anything from Zambia. In fact, China has helped us more than the Western. Wow. China has invested billions of their own money in our mining, in our infrastructure, in our communication and transport. China is investing billions of dollars in our energy infrastructure. So China is giving us a better deal. And also China is helping us with transfer of technology. China will continue to be our partner. 这个现任总统 Mr. Lungu. This one is my wife. 从来赞比亚到现在啊，我已经见过赞比亚4位总统，我都见过。第一任总统卡翁达、鲁比亚班达、萨塔、Mr. Lungu。从个人角度啊，还有从这个企业的角度来讲，都希望这个政局的稳定。政局如果说换政府的话，你这个政局啊，这些一些政策啊，肯定会有改变。当然我们希望就是继续保持稳定的，让他呢就是再执政5年。Donc là, c'est l'opposant qui parle. Entre le discours de l'opposant et le discours du parti au pouvoir, ça diffère. I can honestly tell you is that a lot of agreements that Zambia has with China are not transparent. Put a lot of money in roads, they put a lot of money in hospitals, and the problem with that is that most of these projects were overpriced. There was a lot of corruption and awarding of contracts, to friends, and associates. So instead of a road costing $10, roads were costing $50. The government has failed, to actually disclose, 100% how far our relationship goes with China, how much do we owe China. External debt is over $10 billion and whatnot. But we know that the total debt is more than that. The Chinese businesses are present in a lot of sectors. They're everywhere. We need an economy that protects some of the sectors, for the local people. They said that these Chinese, they like bring chicken in the market. Even if they are not ready, they just bring and they sell at a cheaper price. Okay? So you find that us Zambian, we are even failing to keep our chicken. Because of that, people are just going to buy Chinese chicken, and what they do, they can even start selling the chicken at even 3 weeks, 4 weeks. And what they do, they boost their chickens. Too much medicine. Zambian chicken shits. After they reach 5 weeks, they start just giving water with feeds. No anything. But Chinese continues giving vitamin C. It's very inconvenient. It's cheaper. Your chicken is very expensive. Our chickens, they are big. We are selling at a high price. Them, they are selling at a low price. And you want the Chinese to go. Voilà, là, je suis obligé de stopper la vidéo ici. Zambie, les nouveaux Vous l'avez patrons compris. enquêtent au cœur de la Chine-Afrique. C'est un document. Donc là, je remercie d'abord pour ce court extrait. Je remercie Fabienne Ngo et son mari Joël qui m'ont permis quand même de rencontrer les deux réalisateurs de ce film-là, à savoir Roméo et Nicolas, que j'ai eu tout à l'heure. Roméo, je ne l'ai pas eu, mais Nicolas, il est à Montpellier pour le sommet de Macron et de Achille Mbembe.
c'est pourquoi ils n'ont pas pu venir. Et donc je remercie beaucoup Fabienne, qui est une brave combattante, qui quand même m'a permis de connaître beaucoup de choses sur la Chine. Donc je vais vous faire passer un second extrait. C'est sur la Guinée. Comment la Chine met sa mainmise au niveau de la Guinée à travers des filiales, à travers la technologie que vous avez vu ici. Donc ils ont bombardé le marché de la Guinée avec leur système de médias. Seulement un soir sur deux. Qu'à cela ne tienne, de plus en plus, on a fait des satellites. Pendant que les femmes cuisinent à l'ombre de l'antenne chinoise sur un feu de charbon de bois, les enfants s'amusent à imiter les stars de Kung Fu. Star Times Kung Fu Festival. Les forfaits du fournisseur chinois Star Times proposent des chaînes africaines, européennes et des émissions conçues à Pékin. Shisha Sect has gone too far. Traduites en anglais, en français et dans un nombre grandissant de langues africaines. Star Times, c'est une chaîne que je l'ai aimée beaucoup. C'est parce que Star Times, il y a beaucoup de séries. Please, Katrina, I'm begging you. Les Africains raffolent des téléromans et des films de karaté offerts par Star Times, mais c'est le prix qui rend le fournisseur chinois irrésistible. Ça vous donne l'image de Léopold II quand il disait aux missionnaires de venir en Afrique pour évangéliser le peuple africain. L'antenne et le décodeur, un équipement que Star Times offre parfois gratuitement. En Guinée, l'abonnement mensuel le moins cher coûte $9 par mois. On peut aussi s'abonner pour une seule journée ou une année. La vision de Star Times, c'est de permettre à chaque famille africaine de s'abonner à la télévision numérique et d'en jouir. Donc du coup, nous avons des bouquets qui sont déjà taillés à leur revenu, quel que soit leur revenu. L'objectif officiel est de permettre aux Africains de rattraper la planète numérique. Nous pouvons, disons, réduire la marge de profit tout en donnant des décodeurs aux clients afin de réduire cette facture numérique. Des prix imbattables ont aussi permis à la marque Tecno de devenir le plus gros vendeur de téléphones intelligents en Afrique. Dans ce quartier... Écoutez bien ce qui va suivre, ils vont dire qu'ils vont adapter les photos pour que ça soit adapté à la couleur noire. C'est-à-dire que pour vendre mieux, il faut que comme les noirs, ils aiment bien se faire beau, donc avec les photos, avec l'appareil photo, qu'ils ont adapté, repixelé en fonction de la peau noire pour qu'ils les achètent. À l'aide de cadeaux et de gadgets électroniques comme ce petit éventail, comme des enfants. De jeunes employés se promènent dans les lieux publics pour promouvoir les marques Tecno. Itel est la bannière bas de gamme de l'entreprise. On fait un marketing énorme. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la commune, vous pouvez voir dans la capitale les panneaux de Tecno un peu partout. Le département qui s'occupe de la vente au détail. Monsieur Souma a été un des premiers jeunes vendeurs de Tecno en Guinée au tout début. Au départ, franchement, je n'y croyais pas. Parce que tout le monde s'est dit que les Chinois ont des trucs qui ne sont pas garantis. Donc on s'est dit que c'est pas bon. Et qui brisent facilement. Facilement, et en moins de 3 mois, 6 mois, c'est fini. Vous allez réacheter encore un nouveau produit. Donc personne n'y croyait. Tecno a vendu 50 millions de téléphones mobiles l'an dernier en Afrique, ravissant le premier rang à Samsung, très loin devant Huawei et Apple. Et voilà comment on a contaminé toute l'Afrique en fait. Donc avec les bas prix. Toujours avec les bas prix, par rapport aux autres bien sûr. Tecno a vite compris que pour beaucoup d'Africains, la première qualité d'un smartphone est de faire de beaux selfies. Les caméras des téléphones ont été améliorées afin de s'adapter aux peaux noires. Tecno fait des jolies photos, fait celle-ci, vous allez voir. Fatoumata avoue que les téléphones abordables et les programmes de Star Times ont amélioré son opinion de la Chine. La culture chinoise, leur ballet, les trucs là, que moi j'aime beaucoup, j'aime regarder. Quand ils font les carnavals là, j'aime beaucoup ce truc. Aliénation culturelle. Vous connaissez plus sur la Chine maintenant. Oui, j'aime tout, j'aime pas du Voilà, je pense que... Chinoise aujourd'hui dans les salons, dans les cœurs des Guinéens. Cet analyste politique estime que la Chine réussit avec
On va arrêter la vidéo ici. Influencer l'opinion des Africains. Ça change de paradigme. Si avant on percevait la Chine comme étant un pays. Bon. Je pense que ces deux courts extraits résument tout. Ce court extrait résume toute la violence à laquelle la Chine s'est implantée en Afrique. Mais tout cela, pour le moment, ce n'est pas une peine perdue, parce que nous sommes là et nous allons s'y opposer. Évidemment, on n'a pas des armes nucléaires, mais on a au moins notre langue qui nous permet de parler. D'abord, la Chine. Comment la Chine s'en est sortie? La Chine a bénéficié avant tout d'un système qu'on a appelé, d'abord, la Chine s'est refermée elle-même comme tout État normal qui a envie de se défaire du colonialisme et des bandes de voyous comme la France l'a fait. Elle s'est refermée lui-même à travers Mao Zedong, après Deng Xiaoping, après les nouveaux dirigeants. La Chine a... Vous savez, en Occident, à un moment donné, les entreprises européennes étaient tellement gênées de se voir être fatiguées par le gouvernement à travers des taxes extra qui les forçaient à employer, à respecter les droits de l'homme, etc. Ils ont tous fini par se délocaliser. Et le meilleur endroit, c'est la Chine. Main-d'œuvre efficace, ils sont tellement nombreux que la main-d'œuvre est efficace et à bon marché. Mais la Chine a compris très tôt que pour s'en sortir face à la venue des Occidentaux, il faudra faire un deal. Le transfert de compétences. Par exemple, si tu veux installer une usine qui fabrique des vélos, tu seras obligé de nous dire comment on fabrique des vélos pendant 2 ans après ton installation. Bonne idée. Ce qui est complètement différent de nos pays africains. Ensuite, la Chine a compris très tôt, comme dans tout État qui se fait respecter, que pour se développer, il faut de la connaissance, du savoir. Vous n'avez pas de connaissance, ni savoir, ni éducation, vous perdez votre temps, vous n'allez jamais vous en sortir. La Chine aujourd'hui produit 1 million d'informaticiens par an, ce qui est énorme. Donc la Chine est soutenue, les industries chinoises qui sont à l'extérieur sont soutenues par le gouvernement, par l'État chinois. C'est déjà bien. Donc, l'autre avantage de la Chine, à la différence de nos chefs de nos États africains, c'est qu'ils ont leur monnaie. Quand vous avez votre monnaie, que vous battez en fonction de votre rythme, de vos sentiments et de vos besoins, mais vous êtes libre. Ce que nous n'avons pas. L'avantage de la Chine, c'est qu'elle a su allier à sa monnaie à une bonne politique budgétaire. Vous avez beau avoir votre monnaie, si vous n'avez pas une bonne politique budgétaire qui surveille les choses, mais vous perdez votre temps. Ce que, aujourd'hui, les pays de la PAVS, pays africains de zone franc CFA, n'en ont pas. Ceux qui ont leur propre monnaie aujourd'hui s'en sortent. Nigeria, Ghana, Botswana, etc. Pays de l'UEMOA, zéro, Walou, pas de développement. C'est pourquoi la Chine s'en sort. Et la Chine travaille. Au moment où nos chefs d'État dorment, les Chinois travaillent. C'est ça. Pourquoi la Chine est partie en Afrique? Parce que la Chine a compris très tôt que c'est des questions de géopolitique et de géostratégie. La Chine cherche des matières premières qu'elle en a moins par rapport au continent africain. Ces matières premières sont en Afrique. Bingo, on va partir en Afrique. Voilà la devise de la Chine. Parce qu'aussi en Afrique, il y a beaucoup de terres. Donc la Chine rachète toutes les terres. Bingo, ils sont chanceux les Chinois. Et pourquoi la Chine continue à rester en Afrique? Bonne question. Je vais vous donner la bonne réponse. Parce qu'en Afrique,
les contrats sont léoniens. Un contrat léonien, c'est quand, par exemple, j'arrive chez toi, je corromps le président, et après les avantages, on se partage. Léonien, ça vient du mot lion. La part du lion. La Chine se taille la part du lion à travers les contrats. Et aussi, en Afrique, il n'y a pas de droits de l'homme. La Chine s'en fiche des droits de l'homme en Afrique. Parce qu'il n'y a pas de syndicat solide comme ici en France ou ailleurs. Mais bingo, un bon terreau pour que la Chine étale son hégémonie sur l'Afrique. L'autre avantage de la Chine, c'est qu'en Afrique, les gens sont corrompus. Ils sont non seulement corrompus, en plus ils sont vendus. Ils vendent leur dignité. Quand vous n'avez pas votre dignité, même un chien est mieux que toi, parce que le chien reste toujours digne par rapport à son patron. L'avantage pour la Chine, c'est que la Chine exporte tous ses produits. Elle trouve de la matière première en Afrique en abondance, qu'elle pille. Elle va aller, grâce aux acquis issus du transfert de technologie, transformer ces produits bruts en matière finie qui seront revendus en Afrique, exportés en Afrique. Ils sont malins, les Chinois. Comment la Chine a ses moyens? Parce que la Chine, elle est compétitive. Toutes ces usines produisent, ils tirent des bénéfices. Et la banque d'investissement de la Chine, il prend un pourcentage. Et grâce à ce pourcentage-là, cette même banque d'investissement chinoise investit en Afrique et soutient les entreprises. Bonne politique chinoise. Comme nous, les Africains, nous avons l'argent facile, ils ont dit, moi, j'ai ma propre monnaie. J'ai beaucoup d'argent. Ce peuple-là, c'est des fainéants, c'est des paresseux. Je vais les acheter, je vais leur donner beaucoup d'argent. Il y a un président de Mozambique qui avait dit une chose, il avait dit, moi j'aime bien les Chinois parce que les Chinois, quand ils vous donnent de l'argent, ils ne vous demandent pas où est passé l'argent qu'ils vous ont donné ou qu'ils vous ont prêté. La Chine ne donne pas. Elle vous prête. Même si c'est des dons, elle vous prête. Il y a toujours des contreparties. Donc rien n'est gratuit. Celui qui pense que la Chine donne de l'argent à l'Afrique facilement ou sans contrepartie, la personne ment. En 1993, je donne deux faits factuels. 1996, le Sénégal reconnaît Taïwan, qui est en parfait conflit contre la Chine. Donc, rupture diplomatique entre le Sénégal et la Chine. Ensuite, en 2005, le Sénégal fait volte-face, reconnaît la Chine au détriment de Taïwan. En 2009, sous Abdoulaye Wade, la Chine donne au Sénégal 5,8 milliards de francs CFA. C'est bien. Mais quand la Chine donne au Sénégal cette somme-là, c'est comme si elle a donné une partie pour la France. Donc tous les dons que vos pays reçoivent là, sachez que ce n'est pas pour eux, c'est pour la France. Les Africains travaillent bêtement pour la France. Et la France s'enrichit bêtement, pas bêtement, intelligemment plutôt, pour son peuple. Quel intelligent. Les Chinois pensent que les Africains, ce n'est pas des travailleurs. Mais c'est le contraire. Mais la France qui se réveille tard, c'est les Africains. Prenez le métro. La France qui se couche tard, elle est africaine. C'est une vérité. Donc dire que les Africains ne travaillent pas, c'est faux. Les Africains sont exploités. Voilà la vérité. La Chine, Sankara avait dit, à chaque fois qu'un militaire retourne une arme contre un Africain, en tout cas, j'ai même oublié ça, quand on achète une arme, c'est qu'on a tué, on l'a acheté pour abattre un frère. La Chine arme les Africains.
En 1995, il y a eu un conflit entre Soudan et l'Angola. Soudan, ils ont beaucoup de ressources minières, énergétiques, pétrole, tout ce que vous voulez. La Chine a soutenu Soudan. Ils ont donné des avions, des hélicoptères, 5 avions, et je crois que c'est 10 hélicoptères, et des armes de guerre. 2 ans plus tard, ils raflent des contrats pétroliers. Vous comprenez? Comme l'avait dit John Temple, l'Angleterre n'a pas d'amis, l'Angleterre n'a que des intérêts à défendre. C'est pareil. La Chine n'a pas d'amis, la Chine n'a que des intérêts à défendre. Et ça, ce n'est même pas De Gaulle qui l'a dit. Celui qui l'a dit, c'est John Temple. Mais comme les Français aiment toujours prendre tout ce que les autres disent et qu'ils disent c'est eux qui l'ont dit, mais ce n'est pas eux qui l'ont dit, c'est John Temple qui l'a dit, et c'est un Anglais. L'aliénation culturelle. Vous avez vu dans ce reportage-là, je vous ai montré tout à l'heure, quand au niveau de la Guinée, on fait exprès pour montrer la culture, pour valoriser la culture chinoise, c'est parce que tout simplement ils veulent que l'Afrique soit endormie. C'est ça. Si à longueur de journée, les chaînes de télévision chinoises, je peux donner la CCTV et autres chaînes, la CCTV et autres chaînes qui, à longueur de journée, qui font que défiler les arts martiaux chinois, la culture chinoise, etc., ça veut dire quoi? C'est de l'aliénation culturelle. Voilà ce que la Chine est en train de faire en Afrique. Ce que d'autres ont fait avant elle, comme les instituts allemands de Gott ou British Council, c'est la même chose, c'est la même politique, mais pire avec la Chine. Donc la Chine a des centres culturels qu'on appelle les centres Confucius qui mettent en valeur tout ce qui est culture chinoise pour que les Africains oublient leur culture et qu'ils commencent à rentrer dans la culture chinoise. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, j'aime bien la culture chinoise. Il aurait pu dire que j'aime bien ma culture, mais la culture chinoise aussi c'est bon. Là, il n'y a pas de nuance. Il y a un sommet qu'on appelle FOCAP. Forum sur la coopération Chine-Afrique ou Afrique-Chine. C'est la même chose que ce qu'on a vu à Montpellier hier ou avant-hier. La même chose. Sommet France-Afrique, Chine-Afrique. Bientôt, vous allez entendre Malte-Afrique. Après, c'est Burundi, Bulgarie-Afrique. Après, ça sera peut-être Paris-Afrique ou je sais pas, Bobigny-Afrique. On va arriver à cela finalement. Je ne vais pas parler sur... La Chine est en train de faire sa manie sur l'Europe, sur l'Afrique du moins, à travers les routes de la soie. Vous en avez entendu? Il y a 2 voies, la voie terrestre et la voie maritime. La voie terrestre, elle passe de la Chine, puis la Turquie, après Allemagne, après Londres, terminus. Tout le monde descend. Et toutes les marchandises descendent. L'autre voie maritime qui passe à travers le sud de la Chine, toutes les 17 villes industrialisées de la Chine, et ça passe par Singapour, après c'est Malaisie, après ça remonte vers la Corne de l'Afrique, Djibouti, etc. Ça c'est la voie maritime, c'est une nouvelle route de la soie. Dans le documentaire, vous avez vu, même les poulets chinois arrivent. Mais ces poulets, elles ne marchent pas, elles ne sautent pas, elles ne volent pas, elles ne prennent pas l'avion. Ça traverse cette route. Donc bientôt, la grande mamie qu'on avait devant chez nous à chaque fois, là, ou devant les écoles qui vendaient des cacahuètes, ne va plus vendre des cacahuètes. Parce que tout va provenir de la Chine à travers les routes de la soie. Donc en science, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, ou la mort programmée de l'Afrique.
Je vous assure, dans 10 ans, même les larmes de Kumba Bakayoko sera à la propriété des Chinois. C'est-à-dire que Kumba va pleurer et les Chinois vont venir. Pardon Kumba, pourquoi tu pleures? Ouais, parce que mon mari m'a abandonné. Non, tu n'as pas le droit de pleurer. Tes larmes m'appartiennent. C'est ça qui va arriver. L'endettement. Thomas Sankara disait qu'il ne faut pas rembourser la dette. Mais nous, cette nouvelle génération, nous disons que nous ne voulons même pas prendre la dette pour la rembourser. Laissons la dette, ça ne sert à rien. Alors que la Chine est en train d'endetter l'Afrique, mais de surendetter. Parce que le surendettement, c'est quoi? C'est quand je tombe de l'argent, beaucoup, finalement, tu ne peux pas payer. Si tu ne peux pas payer, ben, je t'amène où? Au tribunal. Donc la Chine surendette volontairement les pays africains. Et si les pays africains n'ont pas de l'argent pour rembourser leurs dettes, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la guerre mondiale. Hein. Destination tribunaux internationaux, où on t'oblige soit de rembourser la dette avec tes ressources minières et énergétiques. Si tu n'en as pas, tu es comme la Gambie, bah, tu as un port, non? Bingo, filme ton port autonome. Après, ils vont exploiter ce port pendant 50 ans. Pendant 50 ans, ils vont exploiter ce port. Vous comprenez la violence à laquelle nous sommes. Je n'ai pas voulu avancer des chiffres parce que si je donne des chiffres ici, je pense que quelqu'un va tomber en syncope ici. Après, la conférence va terminer. Pourquoi les Européens sont inquiets? Tout le monde est inquiet parce que... Mais la Chine n'est pas inquiète. Hein. Les puissances occidentales sont inquiètes parce que la Chine est en train de faire sa mainmise sur les ressources naturelles de l'Afrique. Si la Chine fait sa mainmise, ben c'est la mort de l'Europe, de l'Occident. C'est pourquoi ils accusent la Chine. Le documentaire que vous avez vu, ça veut dire qu'il faut être réfléchi dans la vie. C'est des chaînes, la chaîne France 24, RFI, ça appartient à qui? À ceux qui nous pillent. Donc ils voient leur intérêt de faire ces documentaires pour que nous-mêmes, nous nous rébellions contre la Chine. C'est normal. Ils veulent protéger les intérêts. Mais on n'est pas bêtes, nous aussi. Donc on va tirer sur la Chine, en même temps on va tirer sur eux-mêmes. Si FMI, Banque mondiale, le club des grosses machines, comme je l'avais dit, qui ne servent à rien, ces organisations bidons, qui sont des organisations de voyous, de criminels, ne servent à rien. Quittons-les. Pourquoi ils ont tous peur? Parce que tout simplement, ils ont tous peur, du moins parce que si la Chine donne de l'argent à gogo aux Africains, aux pays africains, FMI, Banque mondiale n'auront plus d'argent à donner aux Africains. La politique d'ajustement structurel, on n'aura pas besoin. Donc c'est pourquoi ces grosses machines ont peur. C'est pourquoi les Européens ont peur. C'est pourquoi toute l'humanité a peur. Mais nous aussi, nous avons peur parce que si ça continue comme ça, on sera vraiment étranger dans notre propre continent. C'est pour cette raison, je vais chuter sur ça. Il va falloir que l'on se réveille et que l'on dise à nos chefs d'État la vérité. Et cette vérité-là, je reviens là où avait dit mon frère Daniel. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est bien parce que c'est retransmis. Les gens, ils comprennent. Donc c'est à travers ces messages que nous faisons que les gens vont comprendre l'enjeu. À moi seul, si je connais moi seul, je ne veux pas moi seul, si je vais devant le palais de Macky Sall manifester, prison. Mais si c'est tout le peuple qui y va, le peuple qui a été bien bercé, biberonné dans cette affaire-là, on y gagnera. D'où l'importance de faire l'éveil de conscience. Et je vais terminer cet exposé à travers cette citation que j'aime bien parce que si je ne la fais pas, je suis malade.
Comme l'avait dit Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur l'incondescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Je vous remercie. Merci Mimo pour la brillante intervention. Je pense que moi aussi j'ai pu gérer le temps, donc tant mieux. Là, on est maintenant ouvert à la phase des questions. Nous en avons encore pour 30 minutes. 30 bonnes minutes. Non, on en a pour 40 minutes. Non, c'est tout. Parce qu'on risquera d'avoir. Parce qu'ils nous ont demandé de sortir. Non, on ne peut pas sortir parce que c'est 18h, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, au lieu de 30 minutes, on a encore pour 40 minutes. Ouais, disons 40 minutes. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, ok. Madame, par contre, je pense que le micro ne pourra pas aller juste là-bas si vous vous approchez juste un peu. Bravo Mimo. Merci Fabienne. C'est vrai que j'ai eu l'humilité d'initier Mimo à la Chine-Afrique. Oui. Et Mimo, si tu m'autorises, j'aimerais compléter ce que tu as dit. Oui, bien sûr. Parce que la situation évolue très vite. Pourquoi la Chine-Afrique? Bon, d'abord, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Africa, Hong Kong, France. Et je suis membre d'une assemblée, d'une convergence ouvrière qui s'appelle Afrique-Asie Assemblée. Simplement, au départ d'une prise de conscience à chiffres. Par intérêt personnel, je m'intéresse énormément au Cameroun. Et un chiffre à sauter à mes yeux, c'est que la Chine est détentrice de 60% de la dette du Cameroun. Donc comment pouvez-vous avoir un pays indépendant lorsque vous avez un pays tiers qui, dans les accords bilatéraux, est propriétaire de 60% de la dette de ce pays? C'est impossible. C'est impossible. Compte tenu en plus de la spécificité économique à cause du français, du Cameroun. Alors, il faut savoir que la Chine intervient à trois niveaux. Elle approche l'Afrique. L'Afrique est importante, elle est même essentielle dans sa diplomatie. Elle approche à trois niveaux. Le niveau politique, c'est-à-dire diplomatique, elle approche les pays africains en disant, vous savez, je suis votre ami, je comprends votre lutte, je comprends notamment ce que vous reprochez à la France. Vous savez, nous n'avons jamais colonisé, nous avons été colonisés, nous n'avons jamais colonisé de pays. Et ça, ce discours-là est très important au niveau des chefs d'État africains. Il fait mouche à chaque fois. Deuxième niveau, niveau économique. Il faut savoir qu'actuellement, la Chine traverse, contrairement à ce que tu dis, si je peux me permettre de parler à ce niveau, la Chine n'est pas en si bonne santé que ça. Économiquement parlant, elle redoute les grèves, la colère paysanne, et c'est pourquoi, au travers de son programme des routes de la soie, Silk and Belt Road, elle utilise le Parti communiste chinois, c'est-à-dire que la Chine est un pays qui est quand même gouverné par un parti unique, qui est le Parti communiste chinois. Au travers de ce programme, elle envoie tous les citoyens chinois qui ont été de bons éléments à l'égard du Parti communiste chinois. Ce détail est très important. Donc elle les exporte vers des régions où ils seront une main-d'œuvre et ils porteront la politique du Parti communiste chinois là-bas, dans ces zones. Donc au départ, vous avez eu des paysans qui ont réalisé, comme on a vu dans le reportage ensemble, des fermes qui ont. Maintenant, vous avez des ingénieurs, vous avez des architectes qui vont rester à demeure là-bas, en Afrique, et qui vont devenir finalement une zone de nouvelles colonies chinoises en Afrique. Le programme Silk and Belt Road, ce que tu expliquais, il va bien au-delà des deux zones maritimes. Il comprend aussi, et c'est là où c'est terrible,
Parce que l'Afrique a besoin maintenant de rentrer dans le XXIe siècle directement, qu'elle ne trouve pas ailleurs une oreille attentive par rapport à ses besoins économiques essentiels, que sont devenus les réseaux Internet, les réseaux de haute technologie. La Chine a vu, en leur offrant clé en main, un programme de connexion filaire, Internet et technologique. Clé en main. Ingénieurs, construction, etc., etc. Et peu importe si le pays ne peut pas payer. Comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, de toute façon, au bout du compte, la Chine est gagnante. Oui. La Chine est gagnante via la corruption et via, comme ça s'est passé notamment avec la Zambie, le port. Tu ne peux pas payer, je récupère ton port, pas pour 90 ans. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec le Pirée en Europe, en Grèce. Oui. Et le troisième point, qui est aussi important, et même essentiel, c'est ce qu'on appelle le soft power de la Chine. Le soft power, oui, c'est-à-dire la politique tranquille, la politique douce, l'acculturation du pays occupé à la culture chinoise. Et ça se passe par des films, ça se passe par des visites guidées de dignitaires chinois, ça se passe par les centres Confucius, exactement, qui sont très importants dans la politique chinoise. Mais il ne faut pas se fier, parce que de toute façon, la Chine n'arrive pas avec les yeux de chimène, un regard tranquille vers l'Afrique, qui, j'insiste pour le dire, qui est un vecteur essentiel de cette politique. Les routes de la soie, pour vous donner une idée, maintenant avec la fonte des pôles, de la fonte des pôles, les routes de la soie englobent le monde entier. Le monde entier est concerné par ce qui se passe. Voilà, je vous remercie. Merci Fabienne. Merci Fabienne pour cette belle intervention. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu vous avez des questions? Non, mais, il y avait... Ouais. Bonsoir à tous. Je remercie Luc qui a organisé cette conférence débat et je remercie mon fils et mon camarade de combat aussi dans la lutte pour le Mali et pour l'Afrique. Et je vois aussi le président qui est là, Issa, qui est du Niger, il dit rien, mais aussi, voilà, c'est un grand combattant pour le Niger et surtout le panafricanisme. Et là, nous avons aussi notre grand Bathily qui est là, que je remercie, qui est dans tous les combats pour le Mali, et je vous remercie tous, et tout le monde. Merci à vous tous, le Tchad, tous qui êtes là. Je voulais juste, en fait, je fais juste une petite intervention, pas de questions, mais je voulais juste rajouter à Daniel, je pense, qui disait qu'il fallait des actions. Pour qu'il y ait des actions, Daniel, il faut que le peuple comprenne. D'abord, quel est le combat qu'il faut mener. Tout à l'heure, il y a Yamoudou qui parlait de son Uganda international. Son Uganda international est une association qui a commencé en 2014, justement par rapport à ce qui s'est passé dans le Nord, parce que l'envahissement du Mali a commencé par le Nord, et moi je suis du Nord. Et donc, en 2012, lorsque le Mali est tombé par le MNLA, qui a fait venir les djihadistes qui étaient depuis 10 ans dans le Sahara, mais c'est le MNLA qui a été le catalyseur pour qu'ils envahissent nos villes du Nord, qu'ils saccagent tout sur leur passage. Il y a eu les jeunes de Gao qui avaient levé le drapeau très haut du Mali pour dire que non, notre Nord ne tombera pas entre les mains des djihadistes, entre les mains des séparatistes. Des jeunes ont été tués, des enseignants, tous ceux qui résistaient ont été tués, et ils ont résisté vraiment sur les barricades
en défendant le Mali. Et donc c'est ainsi que son Uganda International est né, mais on est partout dans le monde, on a des bureaux partout pour défendre notre pays, le Mali. Mais au début, c'était un groupe de salutations sur WhatsApp. Je remercie donc les réseaux sociaux puisque c'est tombé à point nommé. Et c'est là on a dit, mais il y a un outil formidable qu'il faut utiliser pour sensibiliser ce nord-là qui est en train de tomber et que éventuellement ça peut gagner tout le Mali. Et c'est à travers WhatsApp qu'on a depuis 2014 à aujourd'hui, ça fait presque 6 ou 7 ans. On s'est dit on n'y arrivera jamais, mais on s'est dit il n'y a pas autre chose si ce n'est la sensibilisation. Donc on a mis 7 ans, 8 ans de sensibilisation pour que les gens comprennent que ce qui se passe n'est pas normal, parce que les gens disaient le Nord qui est meurtri, mais c'est encore les nordistes, les sédentaires qui disaient non, c'est entre l'État et les Touaregs, ça ne les concernait pas. Donc, alors que c'est pas l'État, ils sont à Koulouba, ils sont à Bamako, c'était la population qui était meurtrie, c'était la population qui était tuée, les hôpitaux saccagés, les canalisations saccagées, les stocks, il n'y avait plus rien, l'école, il n'y avait plus rien, mais c'est cette population qui disait non, ça ne nous concerne pas, c'est une lutte entre l'État et les Touaregs. Et alors, donc on s'est dit, il y a un problème. Donc on a mis 8 ans pour sensibiliser sur les réseaux sociaux, on ne dormait pas, on explique. Moi, je pouvais rester jusqu'à 5 h du matin et le lendemain, je partais travailler pour sensibiliser sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour vraiment vous dire qu'une lutte ne peut pas aboutir s'il n'y a pas une sensibilisation, que la masse soit consciente qu'il y a un problème. Et c'est cette masse-là qui peut se mettre derrière l'État, leurs dirigeants, pour que la révolution puisse aboutir. Donc, je dis, il y a encore espoir, parce que le Mali a traversé de 2012 au jour d'aujourd'hui, le M5 RFP a fait du chemin, et c'est tout le peuple malien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui est aujourd'hui en ébullition, et ce n'est pas du leur. Même les gouvernements actuels ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent du Mali, parce que le peuple est là, vigilant, parce qu'ils ont compris. Merci beaucoup. Applaudissez pour madame. Merci beaucoup. Du coup, monsieur, excusez-moi, vous vouliez poser une question? Oui, non, juste une D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui... Vous avez intervenu une fois, vous allez attendre. Abdelrahman, c'est un président. On a toi, Merci. Oui, excusez-moi. Monsieur Bachir Mamadou, donc africain, malien d'origine. Je ne peux que remercier d'abord mon Premier ministre et tout cette d'idées géniales d'organiser cette conférence. Je ne peux pas revenir sur le Mali parce que le temps ne me permet pas. Je suis venu parce que mon jeune frère Amadou qui est présent. Je suis venu d'abord pour écouter le Premier ministre et dire à quel point je suis à ses côtés, de combat qu'il mène depuis des années. Dire qu'à tout moment, il me veut à ses côtés. J'étais au Mali, j'étais parti pour les législatives 2020, je reste un an, je viens de rentrer, donc j'ai assisté à tous les événements que vous connaissez. Moi, je n'ai pas perdu d'espoir. J'ai écouté les jeunes hier à ce sommet France-Afrique. Ça m'a fait mal au cœur d'entendre ce que nous avons toujours appelé la relève. Excusez-moi, est-ce que vous avez des questions? Beaucoup de questions se posent. J'ai réécouté encore M. Macron manquer de respect au nouveau gouvernement, à l'attention, en le traitant d'illégitime. J'ai écouté la petite jeune Kiko, j'attendais une réponse
venant de sa part, dénoncer le comportement du président français par rapport au Mali. Je n'ai pas entendu. Moi, j'ai eu le privilège de, pour revenir sur le deuxième thème, j'ai eu la chance et le privilège de travailler dans une grande compagnie Air France. Donc j'ai eu, au-delà de la mécanique qui était mon métier, de gérer des dossiers de différents pays, comme la Chine. Je travaillais dans les moteurs d'avion. Et on signait des contrats de longues années, comme le Canada. C'est des contrats de 10 ans. On traitait les moteurs. Mais la seule différence entre les Africains et la Chine, c'est que quand on signait un contrat, on traite les moteurs, mais il y avait le transfert de compétences inclus dans les contrats. Systématique. C'est pourquoi aujourd'hui, dans 2-3 ans, vous allez voir, vous verrez bien des avions fabriqués par les Chinois. Quand l'aviation a donné la fabrication des ailes d'avion, vous savez, ça a commencé par ça. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Dans quelques années, eh bien, vous verrez les avions chinois que les Africains vont commencer à acheter. Parce qu'il y a eu le transfert de compétences. J'ai vu un reportage sur le Congo. Comment les Chinois traitaient les Congolais. Vous avez vu les images la semaine dernière. Je l'ai transféré à un camarade congolais. Et ce sont les Congolais même qui donnaient le compatriote. Et le Chinois le tapait. Je pleurais. Devant mon écran, j'ai pleuré devant mon écran. J'avais mal. C'est ça la Chine d'aujourd'hui en Afrique. Vous avez raison. J'avais vu le reportage dans Zambie. J'ai regardé ça de A à Z. J'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Alors, la question, ce n'est pas de dire les Chinois sont en Afrique, mais que faire aujourd'hui pour stopper ce comportement chinois? Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque la France était en Afrique, ce que les Malibois ont fait en 8 ans, la France n'a pas fait en 50 ans, 60 ans. Donc l'Afrique s'est retournée vers la Chine pour les routes, pour les ponts. C'est ça la réalité. Maintenant, notre incapacité à signer donnant avec la Chine, parce que nous avons nos matières premières, et ils ont la technique, ou ils ont les moyens financiers, c'est là qu'il faut aujourd'hui s'imposer. Comme par exemple l'exploitation de l'or aujourd'hui chez nous. J'ai regardé au Mali, à une époque c'était 20%. On me dit aujourd'hui c'est 30%. Donc les 110% deviennent à qui? Aux entreprises qui exploitent tout simplement nos matières premières. Il faut qu'on soit aujourd'hui en mesure de revoir tous ces contrats. C'est là aujourd'hui où je demande à la jeunesse de se révolter, de faire pression. Comme demain les accords d'Alger, je compte sur la jeunesse malienne. Je n'ai pas perdu espoir. Le M5 est là, mais la jeunesse malienne est là pour contrecarrer tout ça, pour donner raison au peuple malien. Je n'ai pas perdu espoir. Voilà. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Le Mali, comme. Il y a une chose que je n'ai pas soulignée, c'est la division de l'Afrique. Voyez-vous le franc CFA, comment deux présidents, Ouattara et Macron, ont réussi à imposer tout simplement leur idée à tout un continent. Parce qu'il y a deux zones. Zone Afrique de l'Est, zone Afrique de l'Est, et deux CFA qu'on ne peut pas utiliser quand on est au Cameroun, on ne peut pas utiliser le CFA du Cameroun au Sénégal et au Mali, et vice-versa. Tellement qu'on nous a divisés, tellement qu'il est bon de diviser pour mieux régner, eh bien, nous devons comprendre ça aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui évolué, que nous avons la capacité de faire face à tout ça, tout en restant unis. C'est pourquoi j'en appelle à tous les Africains. Parce que cette division a fait un mal à l'Afrique. Nous sommes les premiers élèves de Modibo Keïta. Je suis entré en 1960. Je suis à la frontière sénégalaise. J'ai vécu
moi, personnellement, ce qui s'est passé, l'éclatement de la fédération du Mali, j'étais à la frontière de Bolivie. Je suis à 30 km de là. J'ai vécu cette division, cet éclatement de la fédération du Mali a été un drame pour l'Afrique. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, doyen. Merci. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le doyen. Allez, je pense que... Tanou a une question. Le grand Tanou. Non, c'est pas le grand niveau. C'est très compliqué de prendre le micro après le stage et les deux éminentes dames. Mais moi, je serai pas long. Je tenais juste, parce que je suis venu en retard, je tenais juste à remercier tous ces panafricains, parce que je viens d'un pays qui s'appelle la Guinée, qui, comme beaucoup de pays depuis 2020, arrive à se libérer de certains dictateurs que la France elle-même a fabriqués. Depuis le 5 septembre, mon pays souffle un petit feu de liberté, un vent de liberté. Et ce remerciement, c'est vous tous qui êtes sur la table et d'autres qui ne sont pas là, parce que nous, depuis mars 2020, où un produit français, un professeur qui était appelé Alpha Condé, a décidé subitement, parce qu'il y a cette maladie en Afrique, de modifier la constitution et de s'éterniser au pouvoir. La diaspora, avec d'autres diasporas de l'Afrique, Mimo, qui est sénégalais, des Tchadiens, on a organisé plein de manifestations. C'est vrai que dans les urnes, puisque c'est une mascarade qui s'organise en Afrique, nous n'avons pas pu l'enlever. Ce vent nouveau, avec les militaires, depuis le 5, nous avons réussi à enlever cette dictature pour l'instant, entre guillemets. Et je tenais vraiment à remercier toute cette diaspora parce que vous avez été fidèles à ce combat et aussi vous avez été très loyal. Et ça, je veux vraiment que vous ayez une tonnerre d'applaudissements pour toute l'Afrique, pour toute cette diaspora française qui s'est levée comme un seul homme pour libérer et pour aider le combat des Guinéens qui étaient de partout dans le monde. Je vous remercie. Et très rapidement, j'ai une question, parce que moi, ce qui me taraude un tout petit peu l'esprit, c'est que je ne crois pas au développement à vase clos. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous avons un problème avec l'Europe, nous avons un problème avec l'Amérique, nous avons un problème avec l'Asie, aujourd'hui, je me demande comment l'Afrique pourrait-elle se développer. Mon pays fait partie de cette vieille dame que la nature a tout donné, mais malheureusement, les dirigeants n'exploitent pas ce que nous disposons. Parce que nous avons le diamant chez nous, nous avons le fer, nous avons tout, comme la plupart des pays africains. En 2015, par exemple, le mont Simandou, qui fait plus de 100 km, 110 km, qui avait été attribué aux Français, une société française, M. Alpha Condé s'est levé un seul matin et signé un contrat de plus de 100 milliards. Et l'a attribué à la Chine. Ça a été d'ailleurs un grand fléau, parce que le dossier est pendant à la justice. Et ça ne nous a pas fait trop mal, parce qu'on ne comprenait pas la logique. Mais ce qui m'amène à poser la question à Mimo, qui a développé les conséquences de la relation de l'Afrique avec la Chine, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment nos pays pourront-ils se développer si on ne travaille pas ni avec la Chine ni l'Europe? Je suis d'accord qu'il faut exploiter dans le bon sens nos relations avec la Chine, mais comment? C'est ça ma question. Ça, c'est ma question, et puis je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'il est en train de dire. On aura l'occasion d'en parler, et je remercie les prédécesseurs aussi qui ont développé des thématiques qui étaient très intéressantes. Et le temps nous a manqué, et surtout la Guinée, vous n'êtes pas allé très loin. Mais bon, excusez acceptées, et je vous remercie énormément. Oui. Merci. Justement, en ce qui concerne la Guinée, je pense que la prochaine fois, tu vas animer sera le conférencier. Est-ce qu'on peut répondre après? On passe à une série de questions avant président. Ouais.
Ouais, est-ce que juste cette question-là, ensuite, ouais. vous allez... D'accord. Bonjour à tous, c'est le président environnement du Niger. Ma question est là, et on voit vraiment, on s'affronte à beaucoup de problèmes actuellement. La Chine, aussi l'Europe, nos ressources naturelles. Je dis pourquoi pas, majoritairement nous les panafricains qui sont ici en France, majoritairement, ceux qui sont sortis sur les réseaux sociaux, majoritairement, ils ne peuvent pas partir à leur pays d'origine. Parce que ce n'est pas pour d'autres personnes. Je dis pourquoi les panafricains qui sont là, on ne se réunit pas sur une seule table pour pouvoir venir vraiment en aide à notre continent, tout dictateur. Parce que je vois aussi, nous, on est aussi des Français ici. On est aussi, on n'est pas d'accord aussi que nos dirigeants, en train de faire répartir nos ressources naturelles comme elles veulent entre elles, leur famille. Alhamdulillah, Dieu est grand. Le Mali va s'en sortir, si Dieu veut, Inch'Allah. Et grâce à nous tous, les efforts qu'on avait faits, on voit avec les efforts ensemble, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Nous, la diaspora, on a une force on a fait changer Macron, son discours qui fait appel aux chefs d'État aujourd'hui, pour leur dire ce qu'ils veulent, et puis ils vont partir comme ça. Aujourd'hui, on a gagné une grande victoire qu'il a fait appeler à nos jeunesses, parce que majoritairement, ils n'ont pas dit ce que nous on veut, mais quand même, ils ont fait de leur mieux. Aujourd'hui, il faudrait qu'on surtout la jeunesse, les panafricanistes de la France, ce sont eux qui sont en train de faire tout, qui sont en train de sensibiliser le monde entier et la jeunesse entière pour pouvoir venir en aide à leur continent. Et puis on a tout ce que nous on veut, on a une belle travail, on a tout, mais on est en train de sacrifier notre vie pour d'autres personnes que nous on ne connaît pas. Je vous remercie, c'est ça. Merci, président. Allez, je pense que vous allez répondre aux questions. Oui. Vous avez votre micro, on a le nôtre. Bon, je vais répondre, je vais donner le soin à Michaela de répondre à Abdurrahman peut-être, parce que comme... Ouais, tu réponds à Abdurrahman, après je réponds tu réponds à tout le monde, Ouais. Donc en fait, pour revenir à la question de mon ami Tanou, justement, c'est Tanou que j'avais voulu inviter franchement pour faire la partie de la Guinée, comme vous l'avez remarqué. Bon, il y a une petite faute qui s'est glissée au niveau de l'affiche guinéenne, c'est accent aigu E, mais bon, ça vous nous en pardonnez. Celui qui a fait les flyers, c'est un Français qui ne comprend pas beaucoup français, je le comprends. Cet homme. Yamoussou, c'est ma faute parce qu'il avait bien écrit, mais moi je dis non, c'est Yamoussou, tu es con ou quoi? Il m'a dit non, c'est écrit D, je dis non, c'est S, donc c'est ma faute. J'assume la responsabilité. Donc par rapport à la question de Tanou, avant même Tanou, je vais revenir à ce que vient de dire mon père là. Moi je pense que c'est deux choses. Soit, comme nos chefs d'État c'est des pantins qui ne servent à rien, soit on décide de laisser nos ressources naturelles tranquilles jusqu'à ce que l'autre génération qui viendra dans 100 ans l'exploite. Et nous, on mourra dans notre bonne mère parce qu'on est des incompétents. C'est ça aussi. Ou soit on décide de faire une rupture totale. On se sacrifie. Nous, on meurt. Et l'autre génération qui viendra vivra mieux. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous. Si nous sommes là aujourd'hui en train de se battre, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts, comme Thomas Sankara, comme d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle sacrifice en don de soi. Par rapport à Tanou aussi, bon, c'est vrai, on n'a pas des ressources, on a beaucoup de ressources minières et énergétiques. On n'a pas la science. Mais la science, ça n'appartient au papa de personne. L'Afrique, c'est le berceau de la science. Si on veut avoir de la science, on peut l'avoir. En revanche, aucun chimiste ne peut faire une réaction pour créer du diamant ici, dans cette salle-là, automatiquement, il n'y en a pas. Donc nous avons des ressources minières. Donc utilisons notre intelligence pour exploiter ces ressources minières-là. Parce qu'ils ont la puissance atomique, ils ont la connaissance. Soit on acquiert de la connaissance comme eux, ensuite on exploite nos ressources minières, mais soit on laisse la volonté à la nouvelle génération. Et pour répondre à Tanou, que doit-on faire?
c'est une très très bonne question. Je ne veux pas être très très vague aussi. Mais la réponse, c'est qu'il faut travailler. Mais il faut beaucoup, beaucoup travailler. Au moment où la Chine travaille en Afrique, nous, on dort en Afrique. Ce n'est pas nous, le peuple. Ce sont les dirigeants qui dorment. Il faut que l'on oblige nos dirigeants à travailler. En faisant quoi? Eh bien, en mettant en place des institutions dynamiques et solides qui les permettent justement d'inculquer au peuple l'amour du travail. Et je vais chuter sur ça justement par rapport à ça. Si on s'organise davantage et que l'on mette les moyens à notre disposition pour pouvoir le faire, eh bien on y arrivera. Mais si à chaque fois on est là à nous dire que la faute c'est l'autre, on ne va jamais s'en sortir. Donc responsabilisons-nous et sachons que c'est le travail paye. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci aux différents intervenants qui ont apporté des contributions d'analyse et par rapport à tous ces débats. Et merci de nous avoir renforcés dans notre conviction d'avoir échangé sur les questions qui minent le continent africain et que nous sommes à la recherche de solutions. En tout cas, je voudrais répondre par rapport à ce que disait Abdraman tout à l'heure. C'est que le combat qui a été mené depuis quelques années, ici à Paris, par les activistes de la diaspora du Mali au Sénégal, en passant par le Tchad et qui d'autres voix africaines, y compris la Guinée, sur la question d'Alpha Condé, je voudrais dire que dans nous, c'est ça. Justement, Alpha Condé, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce qu'en 2013, quand j'étais expulsé de Dakar pour la Guinée, je l'ai eu au téléphone. C'était parce qu'il m'a accueilli à Conakry. Par la suite, il m'a fait rencontrer par Djali Gassama, qui était ministre des droits humains et des libertés. Donc j'avais beaucoup d'estime pour ce procès qui a été formé en France, qui a fait 40 ans et qui son obsession à garder le pouvoir, à cristalliser les tensions autour de cette confiscation du pouvoir au détriment des Guinéens, parce que moi je fais 2 mois et demi à Conakry avant de venir en France. Donc je l'ai eu aussi au téléphone, j'étais très peiné quand il a voulu s'approcher au pouvoir jusqu'à sa chute. Et là, ça nous a porté préjudice en tant d'image d'une personne qui a fait un parcours universitaire. Hier, j'étais avec Maïmouna Diallo, qui est une économiste qui a travaillé au PNUD, qui est une femme très très connue. Elle m'a dit qu'effectivement, Alpha Condé était docteur en droit public et qu'il a même enseigné à Sorbonne. Et donc, Maïmouna Diallo. Donc, j'ai nié, effectivement, j'ai nié, moi, tout comme toi, j'ai nié, mais elle m'a confirmé que effectivement, il avait sa thèse. Et donc, si des figures comme Alpha Condé n'ont pas réussi vraiment à sortir l'Afrique de cette situation tragique, il y a de quoi s'alarmer. Maintenant, sur la question que tu posais tout à l'heure, Abdraman, c'est une question pertinente. Moi, ce que j'ai observé depuis le coup d'État au Mali et depuis le coup d'État au Niger, j'ai l'impression qu'on est en train de monter les uns contre les autres. C'est qu'on fait parler Massoudou, qui est le ministre de l'Intérieur, sur en fait, l'arrivée ou non des forces russes au Mali. C'est qu'il y a une montée en puissance au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des voix nigériennes, sauf que le Niger est utilisé par Paris pour s'opposer au Mali. Et là, ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais interpellé un ami, j'ai dit, mais je comprends pas. Et heureusement, la réaction de voix maliennes qui ont réagi par rapport à la souveraineté du Mali. Il est hors de question qu'on oppose Maliens et Nigériens alors que ces deux pays ont une tradition historique, ont des valeurs communes. Nous nous sommes dit, pourquoi cette situation? Aujourd'hui, on oppose, comme tu disais tout à l'heure, c'était le grand frère qui disait tout à l'heure qu'on a amené des activistes africains pour parler. Achille Bembe, qui est un universitaire. Ce qui est curieux, c'est qu'Achille Bembe, quand il a fini sa thèse en France, il n'a même pas trouvé un boulot à travailler en France. Il était obligé de partir aux États-Unis. Et là, c'est quand il était en Afrique du Sud que Macron l'a coopté pour animer cette rencontre Afrique-France. Donc il y a une problématique profonde qui nous inquiète énormément dans l'opposition des uns aux autres. Donc on veut diviser. J'ai entendu Aminata Traoré qui a fait une vidéo qui circule sur l'autre et qui a pointé du doigt cette problématique, le fait qu'on oppose les uns contre les autres. C'est vrai, tu as dit, hier, on aurait aimé que les gens partent en profondeur. Le grand frère disait que la jeune fille malienne qui avait interpellé vivement Macron, elle aurait dû lui dire
que le Mali est libre et souverain de choisir avec qui pactiser, avec qui vraiment développer un partenariat. Et donc quand on nous impose à choisir, il faut un tel partenariat contre tel autre, ça nous inquiète. En tout cas, nous, il y a une prise de conscience au niveau de toute la sphère africaine, de l'Algérie jusqu'à l'autre, en Afrique du Sud. Il y a une prise de conscience qui s'éveille. Et nous qui sommes de la diaspora, on va porter ce combat pour que vraiment notre continent puisse être beaucoup plus émancipé. Merci. Là, on a encore 10 minutes. Donc... Yvon, je pense que je voulais juste parler pour une minute. En fait, pour ce qui concerne Alpha Condé, il est dit qu'il est docteur, mais je pense que personne n'a eu la preuve. Et en ce qui concerne Alpha Condé, je pense que ça a été la plus grosse déception du monde entier, pas que les Guinéens, pas que pour les Guinéens en fait. Et ça a été une grosse arnaque. Mais finalement, la leçon à retenir est que si le peuple est debout, quelle qu'en soit la personne, quel qu'en soit le dictateur, il partira. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'on a encore presque 10 minutes. Ouais, on a 10 minutes. On va essayer. Ouais. Je pense que vous pouvez faire des petits mots de fin. Ensuite, on va clôturer. Ouais, pour 2 minutes, vraiment 2 minutes, hein, parce que là, on est pris par le temps. Mais juste 2 minutes encore. Voilà. Donc, par rapport à la question du camarade de la Guinée, qu'est-ce qu'il faut faire? Et mon doyen Bachili, que je salue encore à nouveau, car il me donne de la force, et puis ma maman, Tante Ramata, sans oublier les autres, hein, mais c'est des symboles forts pour moi que je cite. Je crois que nous devons aujourd'hui puiser dans notre histoire profonde. Ça y est, il y a assez de ressources que les différents États africains, de par leur histoire, peuvent mobiliser à la fois pour trouver une meilleure perspective en termes de développement et de progrès social. Ça, c'est possible. Ça y est, le Mali a montré l'exemple à travers Modibo Keïta. On a l'exemple de Sékou Touré. Nous avons l'exemple de Kwame Nkrumah. Donc, tantôt, je parlais de rupture idéologique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous fassions recours à des ressources historiques qui ont permis à nos États africains de se définir en tant qu'État décolonisé. Et aujourd'hui, l'UDAC Mali a choisi la voie de poursuivre dans ce chemin et d'amorcer l'autre étape. Car Modibo a parlé de la décolonisation des États et des esprits. L'UDAC veut travailler à la décolonisation de nos rapports. Il faut décoloniser nos rapports aussi, les rapports politiques avec ces États. Madame qui est intervenue sur les 3 aspects à travers lesquels la Chine attaque nos États, politiques, économiques et culturels. Aujourd'hui, il faut faire un travail là-dessus. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Mais il y a une part de responsabilité qui nous revient, que nous devons assumer. Comment bâtir une nation avec des dirigeants qui passent leur temps à piller leur pays, avec des dirigeants qui n'ont pas d'état d'âme, face à des enfants qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre de santé, pendant qu'eux sont en train d'amasser des milliards dans des banques étrangères. Comment faire progresser un pays avec de telles façons de fonctionner? Moi, je crois que cela n'est pas possible. Il y a la France-Afrique, mais moi, j'oppose à cela aussi la France des Africains. La France ne voulait pas être la colonie de ses anciennes colonies. Malheureusement, c'est ça qui est en train de se passer. Et dans cette France des Africains, interrogeons, nous avons des ressources aussi pour remplacer cette France-Afrique. Donc, en gros, pour dire que, c'est-à-dire, on n'est pas dans l'impasse. Il faut changer de paradigme. Il faut nous interroger nous-mêmes, qu'on change nos façons de fonctionner. Pour le cas du Mali, comment comprendre qu'on combatte la France, qu'on affirme notre souveraineté, mais qu'on n'arrive pas à pointer du doigt de vrais problèmes? Car aujourd'hui, l'objectif de la France, c'est appliquer l'accord d'Alger. La MINUSMA est là pour ça. Pourquoi l'État malien n'arrive pas à le dire? Donc moi, je pense qu'avec de telles façons, on ne peut pas bâtir une nation. On va mener en bateau nos compatriotes pour faire de faux fuyants et encore donner raison à la France. Et c'est pour cela qu'on n'a pas d'école. Le transfert des compétences et des technologies, ça suppose quoi? Il faut que nous-mêmes, nous arrivions à dompter nos connaissances. Mais nous avons un savoir-faire, un savoir-vivre chez nous, que nous pouvons associer à d'autres que nous pouvons accumuler et avoir d'ailleurs. Donc je pense que tout cela est possible. Mais c'est aussi une question d'homme. C'est une question de conscience et de prise de conscience. Mais dire qu'il n'y a pas de ressources, tout ce qu'on voit, c'est une fatalité. Non, nous avons notre propre part de responsabilité qu'il va falloir assumer et corriger de la bonne manière.
Je vous remercie tous pour votre présence. Merci beaucoup. Je pense que maintenant c'est le bienvenue à ceux qui viennent juste d'arriver aussi. Au moins s'ils n'ont pas manqué la conférence. Donc là, Alassane, la Maïkala va donner son dernier mot, après je remercie la salle, parce que là il reste vraiment 2 minutes, 3 minutes, il faut qu'on libère la salle. 2 minutes à chacun d'entre vous. Alors, merci beaucoup à Mimo. Il est écrivain, en même temps écrivain, activiste, panafricaniste. Merci Mimo pour le combat que tu as toujours mené ici à Paris, pour l'Afrique et pour le compte des Africains. Nous sommes une fois de plus ravis de ces débats qui donnent d'une très haute facture. Merci également à tous les intervenants. Je remercie aussi notre frère ami Moussou Keita, qui est enseignant et qui a pu apporter une analyse assez saine sur la situation qui prévaut au Mali et également sur la question de souveraineté du Mali dont les autorités n'arrivent pas à affirmer la souveraineté vis-à-vis des Paris. Et donc nous les appelons vivement à ce qu'ils se démarquent afin que le Mali puisse quand même retrouver l'intégralité de son territoire aujourd'hui confisqué par une partie de groupes terroristes qui ont pris en otage l'ensemble de la population. Et Madame tout à l'heure évoquait qu'effectivement vous avez fait une révélation très importante, qu'il y a des composantes négro-africaines qui sont au nord du Mali et qu'aujourd'hui la question Touareg est au devant de la scène parce qu'il y a une volonté délibérée de la communauté internationale et surtout de la France à faire occulter les revendications de communautés négro-africaines. En tout cas, nous en tant qu'Africains, on est là pour soulever ce genre de questions et interpeller à tous les niveaux ceux qui osent quand même vraiment mettre en difficulté l'image ou bien la souveraineté du continent africain. Merci à tous les publics qui est venu et qui est attentif. Merci à vous tous. Donc là, il nous reste juste 3 minutes pratiquement. D'accord. Donc, très rapidement. Voilà. Donc, réitérer encore le remerciement pour tous ceux et celles qui ont fait le déplacement. Et remercier le camarade Mimodia pour ce travail qu'il fait de réflexion et d'analyse, le camarade Ongebla pour son engagement et sa détermination. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. En tout cas, l'URDAC Mali reste à votre disposition et à l'occasion, on n'hésiterait pas aussi à vous inviter pour d'autres occasions, voilà, afin que nous puissions parler de l'Afrique et donner une meilleure perspective à nos différents États. Je vous remercie. Vive l'Afrique. L'Afrique vivra, l'Afrique vaincra. C'est ça. Merci. Alors là, bon, je vais clore ce débat. Ouais. Maïkala veut que je sois riche. Il dit que le livre il est là, donc il faut l'acheter. Il faut acheter mon livre. Et ensuite, il y a des tableaux aussi qui sont très très beaux. Je ne connais pas le prix par contre. Bon, c'est vrai, c'est un peu interdit de faire circuler. Bon, il y a juste des tableaux qui sont là. Ils sont là, les tableaux. Libre d'accès à tout le monde. Voilà. Donc là, je vais remercier vous tous de votre présence. Alassane, je te remercie beaucoup parce que, bon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est ce qu'on appelle de l'honnêteté intellectuelle. Alassane, à chaque fois que j'ai besoin de lui, il a toujours été là. Il a toujours abandonné ses propres actions pour nous suivre. Je l'ai averti, je crois, c'est hier, et il est là. Toujours prêt à se battre quand moi je fais appel à lui. Mais franchement, c'est quelqu'un qui est très très bon et qui est dynamique et qui est serviable surtout. Et il a très bien animé le débat. Franchement, si j'étais président du Sénégal, je lui aurais donné la nationalité sénégalaise automatiquement. Oui. Et aussi, je vais en profiter pour lancer un message à M. Macky Sall, qui a voulu, ou qui a osé même expulser mon frère Maïkaïla. Et pourtant, vous avez aujourd'hui, c'est l'Afrique. Il l'a exposé et il a rencontré d'autres patriotes sénégalais qui sont avec lui. Donc ça veut dire que cela démontre encore une fois que nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de noirs maliens, il n'y a pas de noirs nigériens. Nous sommes tous des frères. Aujourd'hui, il est là avec moi et on entretient de très très bonnes relations. Cela prouve encore une fois que lorsque vous expulsez un leader ou en tout cas un activiste, ça va renforcer l'équipe et l'union. Et je veux aussi remercier tout le monde de sa présence. Donc nous sommes vraiment très, très ravis et honorés de vous avoir reçus aujourd'hui. Et nous en ferons régulièrement des conférences s'il le faut pour éclairer l'opinion internationale, en tout cas l'opinion africaine qui souffre. Et je vais chuter sur ça justement. Si nous voulons nous en sortir, il n'y a pas de miracle. Et le fait de dire que par exemple que Barack Obama est le premier noir à être président des États-Unis, que Maïkaïla est le premier noir à remporter le prix Nobel de la paix, ça ne changera rien. Si nous voulons que ça évolue, c'est l'unité. Quand on dira c'est toute l'Afrique qui a réussi,
Ça vaut 1000 fois mieux que de dire que c'est Usain Bolt qui a réussi, c'est Toto qui a réussi ou c'est Tata qui a réussi. Donc si les Chinois aujourd'hui subissent moins de racisme chez eux, c'est parce qu'ils ont utilisé l'arme du développement. Si vous voulez que les gens vous respectent et qu'il n'y ait plus de racisme, développez-vous. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Je continue. Bon, merci à tous, merci. Et bonne soirée à tout le monde. Une photo de famille, les gars, une photo de famille. Une photo de famille, une minute. Excusez-nous, on va faire une photo de famille. Ouais, une photo de famille, tout le monde, s'il vous plaît. On se met tous ici, on fait une petite photo de famille.